nous accueillons Brigitte Pasquelin, qui est économiste et consultante chercheuse au sein d'Atemis, qui est un laboratoire de recherche et de développement sur le travail et les mutations dans l'industrie et les services. Brigitte, vous intervenez notamment dans l'accompagnement d'entreprises engagées dans une transition vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Peut-être que vous pourrez en dire un petit mot. Et vous agissez donc à la confluence entre les sciences économiques et les sciences du travail, entre un travail d'intervention et de conseil et un travail de recherche, avec l'ambition d'accompagner les gens à travailler d'une toute autre façon, car vous aimez bien, je crois, la citation d'Einstein qui dit que la folie serait de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et donc, vous travaillez sur d'autres manières de penser l'économie en dehors du modèle dit dominant néolibéral. Et vous avez intitulé aujourd'hui votre intervention autour de la valorisation du patrimoine collectif immatériel du territoire. Ouais. Alors, bonjour à tous. Alors, parler d'économie juste avant l'heure des déjeuners, je pense qu'il va falloir quand même que je vous tienne un petit peu en haleine. Alors, je ne sais pas si je vais réussir le pari. C'est toujours un petit peu difficile d'aborder des sujets un petit peu... Alors, en l'occurrence, là, l'économie, comme le disait Claire, bon, d'abord, il y a beaucoup de courants économiques. Hein. Donc, je ne me situe pas parmi les économistes néoclassiques, mais au contraire, plutôt dans un modèle alternatif. Et notamment, j'appartiens à un courant qui s'appelle régulation sectorielle et territoriale. Voilà. Alors, mon propos aujourd'hui, donc nous sommes très articulés sur finalement les préoccupations des territoires qui sont donc reliées aux grands enjeux de la vie, aux grands enjeux donc que sont amenés à prendre en charge les territoires aujourd'hui. C'est relié donc aux très grandes fonctions de la vie, c'est-à-dire effectivement se nourrir, se mouvoir, travailler, habiter. Voilà, donc voilà les grands enjeux aujourd'hui, et évidemment la question qui préoccupe aujourd'hui les collectivités de toute taille, qu'ils appellent la transition énergétique. Alors, pour répondre à ces grands enjeux, vous voyez bien qu'il faut trouver des réponses un peu globales. Et ces réponses globales nous amènent à penser non plus dans une verticalisation, non plus dans une sectorisation finalement des activités, mais dans une transversalité. Donc, il va falloir donc réorganiser tous nos modes de pensée, nos modes de faire, nos modes d'organisation aussi des collectivités, qui sont toutes en silo. Si je prends par exemple un exemple, vous voyez, vous avez le ministère de l'Agriculture d'un côté, vous avez le ministère de la Santé de l'autre. Je pense qu'il faut quand même penser au lien entre les deux aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas si facile. Voilà. Alors, juste une petite histoire, un petit peu toujours, c'est vrai que dans les sciences humaines et sociales, on cherche toujours quand même à relier un petit peu donc à l'histoire. Donc, alors, les secteurs, d'où c'est venu réellement? C'est venu d'un modèle donc économique, qui est aujourd'hui le modèle économique dominant, qui cherche finalement à appuyer sa productivité sur la segmentation des choses, notamment la segmentation du travail, la segmentation des tâches et leur spécialisation. Voilà, c'est un des déterminants de la productivité du modèle dans lequel on est. Alors, vous voyez bien ce que ça implique, c'est-à-dire qu'en fait, bon, alors ce modèle, nous, en termes d'économistes, on l'appelle le modèle industriel. Hein, le modèle industriel. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler des 30 Glorieuses. Moi, mes étudiants, ils ont renommé toute cette période, c'est les 30 calamiteuses, finalement, hein, ces années qui nous conduisent aujourd'hui dans les impasses dans lesquelles on est. Alors, vous voyez bien que cette segmentation, on la retrouve évidemment à l'échelle de l'entreprise. On la retrouve à l'échelle, je vous le disais, des collectivités. C'est très difficile de construire finalement des réponses globales à l'échelle des collectivités. Nous-mêmes, on a beaucoup de difficultés. Plus les collectivités sont grandes, plus elles sont organisées en silos. Donc il faut leur apprendre effectivement à travailler en coopération, donc en transversale des différents services. Pour vous donner juste un exemple, hein, par exemple, quand je vous dis qu'effectivement il faut sortir des silos, c'est que si vous prenez par exemple un des sujets qui est la mobilité, dans la mobilité, vous voyez bien que ça ne sert à rien de réfléchir aujourd'hui sur le secteur de l'automobile. Le territoire, il est confronté à un autre enjeu
qui est celui d'organiser de la mobilité depuis un point A qui peut être en très grande ruralité, pour faire le lien avec les propos de Valérie. Et donc vous voyez bien que ça passe par à la fois des solutions, comment dire, des solutions douces. Ça peut être donc de la mobilité douce. Ça peut être donc on peut organiser une mobilité à partir, par exemple, de personnes qui vont produire, qui vont dépanner, qui vont louer des vélos, qui vont donc accéder à la gare. Donc vous voyez bien que la mobilité, c'est en transversalité finalement entre le secteur automobile, le secteur ferroviaire, le secteur du numérique aussi pour organiser peut-être des services de géolocalisation, etc., pour de l'autopartage, etc. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, sur ces grandes fonctions de la vie, sur ces grands enjeux, il faut réfléchir donc en transversalité. Alors, je vous le disais, par rapport donc au modèle économique, ce modèle économique industriel, pour faire référence effectivement aux 30 Glorieuses, mais aujourd'hui, alors on n'est plus dans le modèle industriel, qui était basé finalement sur l'articulation de 3 registres, qui sont donc la qualité, la productivité et la rentabilité. Ce qu'on essayait de faire donc après-guerre, c'est qu'on stabilisait finalement donc une qualité. Ensuite, on organisait une productivité et puis on calculait une rentabilité au final. Alors, dans les années 80, ce sens s'est complètement inversé, puisqu'en fait, donc aujourd'hui, on cherche à atteindre une rentabilité, on organise la productivité en fonction, et puis la qualité est complètement pensée comme résiduelle. Alors, je ne vous parle pas non plus d'un 4e registre qui nous est apparu dernièrement, qui est le registre des externalités. C'est un mot un peu barbare, et qu'on entend maintenant un petit peu plus sur les ondes, à la radio, etc. Donc les externalités, ce sont des effets donc, de l'activité, mais qui sont pas pensés, donc qui sont non intentionnels, si vous voulez. Voilà, donc ils arrivent, alors typiquement, pour vous donner un exemple, la pollution des sols. Vous voyez bien comment la pollution des sols, elle n'a pas été intégrée au démarrage au marché privé, et donc elle est en fait à la charge finalement de la collectivité, pour la plupart du temps réellement. Donc voilà le modèle dans lequel on est. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce modèle et l'emprise qu'il a sur nos cerveaux, sur notre façon donc de réfléchir à tous nos sujets, parce qu'en fait, on voit bien, alors c'est un modèle quand même qui commence à être un peu, c'est pas seulement les 30 Glorieuses, hein, c'est un modèle qui s'est organisé il y a déjà plus de 200 ans maintenant, ce fameux modèle. Hein. Il a pris son paroxysme, si je peux dire, au moment, enfin c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, bien évidemment, qui nous frappe, qu'on a dans la tête. Mais finalement, on voit que cette organisation finalement du travail, elle nous pénètre finalement dans nos modes de pensée. La plupart du temps, lorsqu'on effectue quelque chose, quel que soit le projet qu'on a je réalise la souffrance de l'artiste quand on est sur scène, c'est d'avoir cet aveuglement de ces projecteurs. C'est terrible. Voilà, je vais me mettre dans un angle où je les ai un petit peu moins. Voilà, je vais privilégier le meilleur angle. Oui, donc je vous disais, donc on est en fait, notre esprit est phagocyté. Il est phagocyté, mais à un tel point que nous sommes en fait formatés. Je vais reprendre un terme presque informatique. Nos cerveaux sont formatés, et donc quand nous avons une problématique face à nous, finalement, on va de nouveau segmenter, spécialiser, découper en tâches, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de toutes les pensées, au niveau des projets, des chefs de projet qui sont en face de nous, ou qui vont fonctionner dans cette façon. Donc, vous voyez que c'est très très lourd. Bien, alors, comment finalement sortir comment organiser finalement des actions en faveur donc de la prise en charge de ces grands enjeux territoriaux? Eh bien, je vous le disais, il va falloir effectivement sortir des silos, et surtout construire donc des solutions globales, que nous appelons des solutions intégrées, de biens, de services, qui vont finalement être réalisées par ce que nous appelons un écosystème coopératif territorialisé, excusez-moi pour les gros mots. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement un agencement d'acteurs qui ensemble vont construire une dynamique économique pour suivre une visée, donc pour atteindre un enjeu. Voilà, et donc ils vont se mettre à travailler en coopération. Alors cet écosystème coopératif territorialisé, il est composé
d'entreprises, de collectivités, d'associations, etc., qui ensemble vont apporter chacun leur pierre, si je puis dire, à l'édifice de cette nouvelle solution. Voilà, alors se pose donc la question, mais quelle place finalement de l'activité artistique dans ces écosystèmes coopératifs territorialisés? Voilà, c'est une question auquel nous pourrons répondre ensemble. Je pense que j'ai dû oublier peut-être de vous dire des petites choses, mais ce n'est pas très très grave. Alors, moi, j'en ai mis 3 sur le papier, en fait. Hein. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, l'œuvre provoque l'émotion. L'œuvre provoque l'émotion. L'activité artistique, elle provoque l'émotion. Elle va chercher au plus profond. Or, aujourd'hui, on voit bien que pour sortir de nous sortir de cette pensée dominante qui nous tient, il y a essentiellement, il faut agir sur les modes de conscience. Mais ces modes de conscience, aujourd'hui, ils agissent plutôt en réaction d'événements. Si par exemple, je prends, regardez par exemple l'accident nucléaire de Fukushima, vous voyez bien qu'il y a eu une grande vague derrière, y compris jusqu'au Vatican, je me semble me rappeler, où effectivement il y avait une interrogation sur l'énergie nucléaire. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il faut continuer sur l'énergie nucléaire? Et puis vous voyez, quelques années plus tard, ma foi, quand j'entends tous les jours quasiment à la radio les publicités pour l'automobile électrique, moi je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on va tenir le développement de l'automobile électrique avec l'arrêt du nucléaire, ou tout au moins la diminution du nucléaire, quand on voit les objectifs gouvernementaux à 2050. Moi, ça m'interroge beaucoup réellement. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que derrière, évidemment, les modes de conscience, ce n'est pas suffisant. Donc derrière les modes de conscience, il faut les étayer par des modes de pensée. Alors ces modes de pensée, effectivement, c'est plutôt un étayage de concepts, vous voyez, de doctrines. Alors là, c'est là où effectivement, ce qu'on se disait avec Valérie à la pause, c'est qu'effectivement nos domaines sont très complémentaires. Hein. Donc, dans les propos de Valérie, je lui disais que je me retrouvais assez bien dans tous les propos. Donc, finalement, si effectivement l'activité artistique, elle provoque finalement cette émotion, un des premiers rôles de l'artiste dans ces enjeux, dans cette participation à la formation de ces écosystèmes coopératifs territorialisés, c'est finalement le rôle d'éveilleur de conscience. Comment est-ce que l'artiste peut, lui, participer donc, à ces écosystèmes coopératifs territorialisés sur donc ce rôle d'éveilleur de conscience. Ensuite, je voyais un deuxième rôle aussi, c'est que l'artiste, il éclaire les choses, il éclaire le monde, il éclaire la vie d'une autre façon, il décale le regard, il critique, il conteste l'artiste, le regard de l'artiste, il est contestataire. Et donc, on a besoin également de l'artiste, de l'activité artistique, de l'activité culturelle également, pour avoir une fonction finalement émancipatrice. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous probablement une des plus grandes carences, effectivement, de notre vie, c'est la libre pensée. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas conscience de comment ce modèle économique nous a envahis et nous a envahis jusqu'à l'esprit réellement. Donc là, pour moi, c'est peut-être le troisième rôle, le deuxième rôle de l'artiste. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est complètement relié à ce que vous demandiez tout à l'heure, monsieur, je n'ai pas retenu votre prénom, c'est la question de la valeur. C'est-à-dire que produit l'artiste? Quelle est la valeur, quelle est l'utilité de la production artistique? Alors, c'est vrai, ce que disait Claire tout à l'heure, c'est que nous sommes porteurs
une doctrine, en tout cas, qui essaie de changer, enfin, qui essaie de contrer finalement cette influence de ce modèle dominant aujourd'hui, ce modèle économique dominant. C'est un modèle qui, effectivement, interroge plutôt l'utilité. C'est-à-dire que la valeur va, dans ce cas-là, au-delà, finalement, de l'échange monétaire. L'économie, c'est pas simplement un monde marchand, c'est pas simplement un échange monétaire d'une chose à une autre. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure le troc, il me semble, j'ai entendu le troc, etc. Donc on voit bien, si vous voulez, que c'est pas simplement, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un monde justement d'échange, un monde de marchandisation, réellement, l'économie. L'économie, ça interroge d'abord ce qui fait valeur. C'est d'abord ça. Quand on interroge une activité, donc vous voyez bien que, bon, aujourd'hui, là aussi, hein, je vous parlais du modèle dominant, mais aujourd'hui, on a un petit peu, je vous l'ai dit, on a un peu basculé, c'est-à-dire ce modèle industriel dominant qui a régné pendant les 30 calamiteuses, en fait, après, à partir des années 80, il s'est complètement transformé pour aller vers un modèle dominant financiarisé. Et donc la financiarisation, elle part d'abord par la rentabilité, elle passe d'abord par la rentabilité. La rentabilité, d'ailleurs, qui est un mot qu'on peut interroger. C'est quoi la rentabilité? La rentabilité pour une entreprise, ça peut être une rentabilité tout à fait raisonnée, tout à fait raisonnable. L'entreprise, elle a besoin d'être profitable, bien évidemment, pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir innover, comme toutes vos activités. Mais est-ce qu'on parle dans la rentabilité, est-ce qu'on parle d'une profitabilité? Est-ce qu'on parle finalement d'un développement? Est-ce qu'on parle d'investissement? Est-ce qu'on parle de résilience? Vous voyez bien que dans le mot rentabilité, ce n'est pas très très clair ce qu'on y met derrière. Hein, quand vous êtes face à un chef d'entreprise, on interroge ce genre de choses réellement. Voilà, donc trois questions que je vous pose, hein, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans nos recherches, notre rôle, c'est d'accompagner la formulation, j'allais dire la construction finalement de la pensée. Nous, notre rôle, c'est ça en tant que chercheurs, hein, c'est de déterminer finalement des grilles, c'est comment dire, de construire finalement des grilles qui vont vous permettre de poser les questions. Donc évidemment, je dirais la même chose que Valérie tout à l'heure, on n'a pas les réponses réellement. On ne peut que faire jaillir finalement les idées. Alors finalement, si l'artiste produit beaucoup de valeurs immatérielles, vous allez me dire, ça nous pose problème, parce que comment est-ce qu'on l'a, dans un monde aussi matérialiste, aussi monétaire, comment est-ce qu'on révèle cette valeur? Ça, c'est le gros souci de tout ce qui est matériel, mais il faut bien voir que, d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à produire de la valeur immatérielle. Il y a plein d'entreprises qui produisent de la valeur immatérielle. Quand je prends par exemple un aide-soignant qui se rend à domicile, vous voyez bien qu'il y a un côté qui est extrêmement matériel, qui est effectivement de nourrir la personne, de la lever, de faire sa toilette. Et puis il y a une valeur immatérielle qui est immense, de parler avec elle, de lui redonner le sourire. Vous voyez bien, donc toutes ces activités, il n'empêche que c'est pas parce que ça ne se compte pas, c'est pas parce que ça ne se quantifie pas que ça n'a pas de valeur. Ça, c'est ce que les autres, ils veulent nous faire croire. Vous voyez bien, donc là-dedans, il faut résister réellement. Aujourd'hui, on est empreint d'un monde extrêmement numérique, effectivement, mais numérique au point, alors numérique d'ailleurs très 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 en lien avec le monétaire en fait, hein. Et donc il y a une dictature du chiffre aujourd'hui. Regardez par exemple quand on vous parle de la pandémie tous les matins. Que dis-je? Moi, j'écoute la radio que le matin, mais au petit déjeuner, mais toute la journée, vous avez ce nombre, ces chiffres qui veulent plus rien dire. Et quand vous entendez le plan de relance réellement à coups de milliards, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est qu'un milliard, vous, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est complètement immatériel pour moi, un milliard. Ça veut plus rien dire. Et donc, on nous assomme de chiffres pour nous endormir réellement, pour nous, voilà. Vous voyez, encore cette empreinte d'un modèle ultra financiarisé où effectivement ce qui n'existerait que par le chiffre. Et non. Donc comment est-ce qu'on va traduire cette valeur que l'on produit? C'est ça une des préoccupations, à mon avis, qui doit vous habiter tous. Comment est-ce qu'on traduit cette valeur? Alors,
C'est très très compliqué parce qu'effectivement, il faut résister. Alors, nous, on parle dans cette voie-là d'une trajectoire, en fait. Hein. Comment est-ce qu'on valorise, comment est-ce qu'on révèle. Avant de valoriser, d'abord, il faut révéler. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut révéler à l'autre ce que ça produit. Et donc, évidemment, c'est un travail en coproduction, cette révélation. C'est difficile de vendre une valeur immatérielle, de dire « moi, je vous procure du bonheur, moi, je vous procure de l'émancipation ». C'est pas possible, on ne peut pas vendre ça. Donc, c'est une révélation. C'est une révélation à l'autre. Ensuite, il y a un deuxième processus qui se crée, c'est la conscientisation de l'autre, de cette valeur qui lui arrive. Vous voyez ? Et après, ça peut se valoriser. Ça peut se valoriser, mais toujours en co-construction. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure sur la co-construction du spectacle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir, vous voyez, je pense que le monde artistique est lui-même, parfois, souvent, peut-être, à vous de me le dire, phagocyté finalement dans un modèle de type industriel. Alors, il y a beaucoup de pans de vos activités. On voit bien. Alors, il y a quelque chose qui est très flagrant dans le modèle industriel. C'est ce qu'on appelle, c'est un terme d'économiste, la chaîne de valeur. Vous voyez bien, c'est en fait, c'est l'histoire un peu du producteur de lait. Il y a celui qui crée la valeur, qui traite les vaches, ok. Et puis il y a celui qui, au final, est au plus près du consommateur et qui, lui, capte la valeur monétaire. Vous voyez bien ? Eh bien, souvent, dans le spectacle, vous avez ceux qui créent l'acte artistique, l'œuvre. Et puis, quand c'est déconnecté comme ça un petit peu, vous avez des grandes salles de spectacle qui captent finalement la valeur finale, parce que c'est des salles de spectacle qui peuvent être au plus près finalement du public. Alors, il faut casser ça, il faut casser cette chaîne. C'est l'histoire dans la bien vivre alimentaire. Là, j'ai trouvé un nouvel angle. Donc, dans le bien vivre alimentaire, c'est l'histoire des circuits courts. Vous voyez bien, dans ce qui s'organise, ruralité et ville, c'est vrai, les circuits courts se réorganisent justement pour se différencier, mettre de la distance par rapport aux acteurs qui exercent une domination. Donc il faut savoir que celui qui est en capacité de capter le plus de la valeur de monétaire, il exerce une domination pas seulement monétaire, il exerce une domination également sur les autres, par exemple, de délai, de qualité. Donc il impose un cahier des charges, en fait. Alors, à la limite, il y a certaines industries qui s'en portent pas trop mal, quoique, mais dans le monde artistique, ça il faut absolument... il faut surtout l'effacer, quoi. Il faut complètement l'effacer. Et donc, la seule façon de faire, c'est de coproduire avec l'autre, d'entraîner l'autre dans autre chose, dans ce qu'on appelle, nous, un modèle économique beaucoup plus serviciel. Donc, le service, la relation de service, je ne parle pas de la prestation de service. Vous voyez, il y a deux mots déjà. Prestation de service, c'est faire pour quelqu'un. Quand vous êtes dans une relation de service, vous faites avec quelqu'un. Et donc ça repose sur une concomitance finalement du service rendu. Autrement dit, il n'y a pas un processus et un résultat qui sont dissociés, mais le processus et le résultat sont complètement liés. Or, moi, j'ai l'impression que l'activité artistique, c'est ça. C'est-à-dire que l'œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas réalisée. Mais bon, à vous de répondre. Je ne veux pas imposer mes idées. Voilà, donc c'est la concomitance, effectivement, la coproduction. Donc ça, c'est très déterminant, en fait, du modèle industriel. Bon, je ne veux pas être long, parce que j'avais dit à Claire que je serais très rapide. Voilà. Alors, finalement, dans cette valeur immatérielle, je suis un petit peu décousu là, mais dans cette valeur immatérielle, on voit bien que aujourd'hui, les nouveaux modèles économiques, celui que citait notamment Claire tout à l'heure, ils cherchent à faire finalement ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire finalement à chercher à produire beaucoup plus de valeur immatérielle et de façon à pomper beaucoup moins
de biens matériels, enfin, notamment l'énergie, les matériaux, les matières premières qui sont évidemment finies. Voilà. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces nouveaux modèles économiques que nous enseignons à des entreprises industrielles, que nous enseignons à des entreprises des services, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est dans le service qu'on n'a pas un modèle industriel. Hein. J'ai oublié de vous dire ça quand même. Hein. Regardez par exemple ce qui se passe dans l'hôpital. L'hôpital, c'est pas une industrie, ça fabrique pas du bien, il fabrique pas des voitures, il fabrique pas des lave-vaisselle, mais notamment, ils ont un modèle complètement industriel. Vous voyez, il faut différencier le modèle économique de l'activité. D'accord ? Donc vous voyez bien, on peut avoir une activité artistique et être dans un modèle industriel. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. L'hôpital, typiquement, les infirmières, on leur assigne finalement une tâche, donc une prescription finalement de leur travail, et puis on leur dit, ben voilà, vous avez 5 minutes par chambre, etc. Et c'est comme ça, finalement, en fait, ils partent d'un budget, l'hôpital part d'un budget, ils calculent une productivité, et puis le soin, il est, comme je le disais, parfois résiduel. Vous voyez la logique. Hein, donc, c'est toujours les mêmes déterminants de modèle industriel. Hein. C'est les économies d'échelle, la spécialisation et l'intensification du travail, et puis l'introduction du progrès technique également, pour justement qui vont remplacer le côté aléatoire de l'humain. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il faut faire le distinguo. Aujourd'hui, l'hôpital, l'université aussi, l'université est dans une logique aussi quasi industrielle aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez bien cette emprise de ce modèle qui est déjà extrêmement dominant, mais qui ne fait que grossir réellement par le gain effectivement monétaire et la domination de quelques acteurs. Oui, je vous disais, donc cette valeur immatérielle que l'artiste produit, finalement pour moi je l'entends comme quelque chose finalement de quelque chose qui va se substituer. Aujourd'hui, le bonheur, on est dans une société quand même très hédoniste, et donc on voit bien que la notion du bonheur, c'est ce que Valérie disait, si vous perdez le sens, c'est ça je crois, hein, si vous perdez le sens de votre vie, vous pouvez aller vous acheter une paire de chaussures. Donc non, justement, là, il faut augmenter cette valeur immatérielle, et je pense que là, vous avez un rôle aussi à prendre dans une nouvelle économie qui est toute petite aujourd'hui, mais qui est vraiment en émergence, c'est-à-dire effectivement en substitution finalement de l'achat. Et je pense qu'au sortir de la crise, je pense que cette réflexion est ouverte, elle est vraiment ouverte. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend ? Parce que, bon, tout ça, c'est de la théorie. Alors, il y a deux choses réellement qui sont... D'abord, il y a une illusion. D'abord, il faut travailler ensemble. Alors ça, c'est très compliqué. C'est pas à vous, je vais le dire. C'est certainement pas à vous, je vais le dire. Travailler ensemble, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'abord parce que nous avons tous été élevés de façon très individualiste, dans une concurrence effrénée depuis qu'on est petit. On nous note, on nous classifie, etc. T'as une bonne note, t'es très bon, voilà. Donc, même dans nos jeux d'ailleurs, hein, tout petit, parce que ça forge quand même notre esprit, le jeu quand même. Hein. Et donc vous voyez bien tous les jeux de société jusqu'à présent. D'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'il y a des jeux maintenant sur la coopération qui immergent maintenant donc les enfants qui ont 5 ans, 10 ans, etc. Eux vont grandir, j'espère, dans des jeux coopératifs. Mais nous, c'était pas notre cas. Moi, je commence à être déjà un petit peu plus vieille là. C'était pas notre cas. Donc voilà. Donc il va falloir travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est quoi ? Certes, c'est faire acte de bonne volonté, c'est faire acte comme tu disais Valérie, c'est faire acte d'amour. Oui, d'amour, ok. Et c'est pas ça qui ça va donner envie. L'amour va donner envie de se rapprocher de l'autre. Mais derrière, quand il y a du travail, il ne faut pas se leurrer, c'est que du boulot. Excusez-moi de cette expression-là, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de convaincre dans la salle. J'ai beaucoup plus de mal, en revanche, au sein des entreprises et des collectivités, à parler de travail. Mais l'artiste, il sait ce que c'est que le travail. Travailler, je ne sais pas si, d'ailleurs, je serais heureuse d'avoir votre définition à vous de ce que c'est que travailler ensemble.
Pour nous, c'est la compréhension de la contrainte de l'autre. Moi, je pense que ça parle bien quand même, hein. Quand je regardais là, suite au décès de Patrick Dupont, je regardais de nouveau quelques ballets. Et je voyais bien comment, effectivement, on voit bien comment on se préoccupe de l'autre. Donc, je pense que notre définition, nous, du travailler ensemble, c'est d'abord comprendre la contrainte de l'autre, mais ce n'est pas suffisant, c'est intégrer la contrainte de l'autre dans sa propre activité. Et ça, je pense que ça, vous le savez. Voilà. Donc là aussi, il faut batailler contre des courants qui pensent que c'est que du savoir-être, que de travailler ensemble, vous voyez, et qui travaillent plutôt sur des postures voilà. C'est pas tout à fait ça. Donc il y a des règles de travail. Pour comprendre comment travaille l'autre, il faut travailler ensemble déjà. C'est pas simple. Et comment est-ce qu'on travaille ensemble? C'est ce que faisait Jérôme Thomas, je me souviens, au Jardin de l'Arquebuse, on fait des répétitions, et on y retourne, et on y met, voilà. Et puis éventuellement, on s'arrête, on fait une pause sur l'image, ok, et on se dit, ah, comment est-ce qu'on peut faire, machin, etc. Voilà. Okay. Donc, ce que nous, on appelle dans notre jargon de sciences du travail, parce que moi, je suis entre les deux, hein, je suis entre l'économiste et les sciences du travail, c'est ce qu'on appelle finalement les retours sur expérience, les REX, les fameux REX. Donc, voilà, donc c'est une organisation du travail. Vous voyez bien, notre difficulté aujourd'hui, c'est que finalement, on est quand même, il y a une autre aussi, il y a une autre, comment dire, il y a une autre empreinte, si je puis dire, du modèle dominant aujourd'hui du domaine industriel. C'est le mode de pensée ingénieur. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que je suis très en résonance avec ce que dit Valérie. Le modèle ingénieur a complètement phagocyté aussi nos esprits. Et donc, vous voyez bien que très souvent, d'ailleurs, les politiques, Valérie le reprend, mais il faudra qu'on se mette d'accord, Valérie. Moi, la question de la transition, ça me gêne beaucoup, le mot de transition, parce que c'est repris, d'ailleurs, c'est un mot qui est repris. Mais ça me gêne beaucoup, parce que la transition, pour moi, c'est le passage d'un point A à un point B, en se disant que le point B, il est déterminé. C'est ça la transition pour moi. C'est le passage d'un point A à un point B, sachant que le point B, on sait où on va. Et ça va bien aux ingénieurs, justement. Vous voyez bien? Parce que là, l'ingénieur, lui, il a besoin d'être complètement en sécurité. Il faut qu'il vive dans un environnement complètement déterminé. Il faut qu'il passe sur les statistiques, etc. Alors moi, je parle davantage d'une trajectoire, au sens où nous sommes dans un voyage. Parce que nous ne savons pas du tout où nous allons. Nous ne savons pas du tout où nous allons, il faut réaliser ça. Hein. Donc l'incertitude, elle dérange. Elle dérange énormément de personnes. Alors vous voyez, tout à l'heure, on se disait, ouais, alors on aborde l'immatériel. Comment est-ce qu'on le mesure? Ben non, ça ne se mesure pas, désolé. Donc il va falloir l'évaluer autrement. Je vais y venir après. Et en plus, on ne sait pas où on va. Ah, ça, c'est plus compliqué. Alors si on ne sait pas où on va, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de partir sur les ressources. Il faut s'appuyer sur l'existant et sur les ressources. Et ensuite, c'est sur les ressources, et en mettant tous les moyens, tout le paquet, si je puis dire, en mettant tous les moyens sur les ressources pour les développer, ces ressources. Pour nous, les ressources aujourd'hui, dans une activité qui relève de la relation de service, ces ressources, les ressources stratégiques, elles sont aussi de nature immatérielle. Dans un process industriel, vous avez des machines, vous avez de la matière, vous avez une transformation, etc. Vous avez un petit peu aussi, quand même, un peu de facteur humain, de plus en plus. Mais vous voyez bien que dans l'industrie, ce facteur humain, on va essayer au niveau du travail, au niveau du management, on va essayer de lisser. Nous, on dit toujours, bon, il y a un travail finalement prescrit, et puis il y a un travail réel. Vous voyez bien. Et puis il y en a un autre, même il y a un travail réalisé, même. Ce n'est pas les mêmes. Le travail réalisé, c'est le résultat qui arrive à la fin. Le travail prescrit, c'est la fiche de fonction. Okay. Mais entre-temps, il y a une personne ou plusieurs personnes, d'ailleurs c'est encore plus difficile, parce que là, pour le coup, quand il y en a plusieurs, il y a de l'intersubjectivité qui se met dedans. Et donc, vous voyez bien que là, il y a un travail qui est d'ailleurs un travail complètement invisible. Je pense que dans vos métiers aussi, il y a un travail qui est complètement invisible, qui se passe dans la tête. En fait, c'est ce qu'on appelle les compétences. Les compétences, en fait, c'est pas simplement intrinsèque à la personne,
pas les qualifications d'ailleurs. Vous voyez que les mots, des fois, on a un peu de mal avec les mots un peu qui circulent à tout va. Donc les compétences, c'est la capacité à faire avec l'imprévu. Donc ça aussi, ça doit résonner en vous, ce que je vous raconte là. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais sachez que donc aujourd'hui, effectivement, dans cette relation de service, le plus important, c'est les ressources qui sont liées à l'humain, puisqu'en fait, c'est des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble. Et donc, ce sont des ressources immatérielles. Alors, par exemple, c'est la confiance. La confiance en votre partenaire. Oui, surtout si vous êtes sur un exercice je sais pas, de patineur, etc. Vous voyez bien comment vous devez avoir la confiance de votre partenaire. La confiance en vous, la confiance en l'autre. Une confiance d'ailleurs qui ne fait que grandir, plus on travaille ensemble d'ailleurs. C'est la question aussi, donc je viens de le dire, de la compétence. Évidemment, dans les ressources immatérielles, ça vous connaissez bien, c'est la question de la créativité, la question de la disponibilité aussi, la disponibilité à recevoir l'événement, mais à recevoir aussi l'autre, puisqu'en fait, c'est une co-construction, donc il y a une subjectivité qui est amenée, et donc une intersubjectivité entre les personnes. Et donc il faut avoir cette disponibilité à l'autre, ce que nous appelons, nous d'ailleurs, la santé. C'est ça la définition de la santé non pas physique, mais la santé psychique. Voilà pour les ressources immatérielles. J'espère que je ne me suis pas trop perdue, et puis j'espère que je suis à peu près dans les temps. Ouais, Claire me dit que oui, c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour le travailler ensemble. Alors maintenant, comment finalement reconnaître la valeur? Alors si je vous disais, alors effectivement, je vous l'ai dit, le modèle économique, c'est pas ce qu'on voudrait, c'est pas ce que, enfin en tout cas on n'y entend pas tous la même chose, je vais le dire comme ça, gentiment. Voilà, le modèle économique, c'est avant tout la valeur que l'on crée. C'est avant tout ça. Ça interroge la question de la valeur. Et la valeur, elle n'est pas toujours monétaire, comme je vous le disais. D'ailleurs, vous voyez bien, enfin, quand on parle de valeur sentimentale, c'est pas pour autant que ça n'existe pas, la valeur sentimentale. Alors ça, d'ailleurs, quand on prend par exemple, pardon, l'assurance va vous assurer un bijou, par exemple, sur une certaine hauteur par rapport à son prix, par rapport à ce que vous l'avez acheté. Généralement, comme vous prouvez en fait la valeur d'achat, etc. Mais c'est pas ça la valeur d'un bijou pour vous. S'il vous vient de votre arrière-grand-mère, la valeur sentimentale, elle est beaucoup, beaucoup plus forte que la valeur de ce que ça vaut. Généralement, ce n'était pas de l'or extrêmement pur, etc. Il n'y a peut-être pas de diamant, etc. Mais la valeur sentimentale de ce bijou, elle est extrêmement importante. Alors, il y a différentes façons d'exprimer la valeur, mais il faut savoir aussi que la valeur, c'est une co-construction. La valeur n'existe pas en soi. Ça, c'est là aussi très compliqué réellement. La valeur n'existe pas en soi, vous vous rendez compte? Si vous dites ça à des gens de la bourse, etc., ils vont péter un câble réellement. La valeur n'existe pas en soi. Ce qui fait valeur pour l'un, pour vous, ça ne fait pas la même valeur que pour vous. Vous voyez bien? C'est pas du tout la même chose. Donc la valeur est un construit. La valeur est un construit social. Il faut se mettre d'accord sur ce qui fait valeur. Voilà. Donc ça amène quand même à une réflexion sur le revenu et ça amène la question sur le prix. C'est quoi le prix? Le prix, il n'existe pas souvent. Le prix, il existe dans quelque chose qui peut être comparable. Le prix d'une prestation, il faudrait encore que la prestation, que ces prestations soient comparables. Le prix, il existe typiquement sur un bien. Vous achetez une cuvette en plastique, effectivement, vous allez pouvoir comparer les prix. Mais sur le prix d'une relation de service, ça n'a plus de sens. Donc il va falloir discuter avec l'autre de ce que ça vaut pour lui. C'est ce que nous encarons. Alors, ce que je vous raconte, ça peut paraître un peu utopique, mais sachez que nous accompagnons donc des chefs d'entreprise, encore une fois, des PME, voire des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, vers ce modèle de dire, mais qu'est-ce que ça vaut pour vous, quoi? Et très souvent, ils arrivent à faire l'exercice. Ah bah oui, effectivement, pour nous, par exemple, je sais pas, les accompagnements qu'on donne, on est très très surpris. Vous savez, au démarrage, on est tous classiques, tant de jours hommes, machin, etc. Voilà, le prix, les 2 temps, etc.
Et puis, au final, on interroge l'autre, au final de notre accompagnement, où on espère avoir déplacé la pensée de l'autre, parce que c'est ça notre job. Eh bien, on les interroge. Et là, on est très, très surpris, parce qu'effectivement, ils relient ça, et donc, ils arrivent à trouver la valeur derrière. Voilà, donc on est tous extrêmement, là aussi, phagocytés dans une marchandisation associée à un prix. Il faut sortir du prix, sortir du secteur, sortir du prix. Voilà, le prix se discute au regard de ce qu'on appelle, nous, les effets utiles, donc l'utilité de ce que ça produit. C'est ça la valeur. Mais évidemment, la difficulté, c'est de le révéler. Alors pour cela, il y a des outils. Alors, bien évidemment, il ne faut pas complètement non plus abandonner le chiffre, ça n'a pas de sens. Le chiffre, il peut être quand même utile, mais il y a des choses qui ne se chiffrent pas, qui ne se quantifient pas. Et donc, il ne faut pas essayer d'ailleurs, il ne faut pas essayer. C'est une hérésie de vouloir quantifier, monétariser quelque chose qui est immatériel. Je sais qu'il y a des exercices qui le font. Typiquement, je prends un exemple, la santé. Ça vaut quoi la santé ? Eh ben, figurez-vous que moi j'entends très régulièrement à la radio, je regarde assez peu la télévision, mais en revanche, le matin, comme je vous le disais, surtout en ce moment, j'ai un peu le temps, enfin, je suis chez moi. C'est pas que j'ai plus de temps, mais je suis chez moi en tout cas, donc voilà. Et donc, finalement, la santé, tous les chiffres qu'on nous donne, c'est pas de la santé. Tous les chiffres de la sécurité sociale, etc., c'est pas de la santé. Non, ce sont des chiffres de la maladie. Ce sont des chiffres de la non-santé, en fait. Alors, vous voyez, alors souvent, les économistes, ils prennent des valeurs de substitution. Vous voyez, c'est une façon de valoriser par substitution. Quand on n'arrive pas à trouver, typiquement, je ne sais pas, c'est quoi la valeur de la nature, etc. Eh bien, on va essayer de quantifier combien ça va coûter pour dépolluer un site. Vous voyez, donc c'est des valeurs de substitution. Et vous n'arrivez pas quand même aux chiffres de la santé. Donc la santé, pour certains, les personnes qui sont notamment en ce moment, typiquement en période de crise sanitaire, on voit bien que les personnes qui sont les plus fragilisées, la santé, c'est quand même drôlement plus important que des personnes qui n'ont pas de problème particulier et donc qui peuvent accepter de prendre des risques, je ne sais pas des risques, mais enfin en tout cas, voilà, de côtoyer d'autres personnes, de faire la fête, etc. Vous voyez bien, c'est pas du tout la même chose. Bon, je vais en finir un petit peu. C'était juste des pistes, c'est-à-dire qu'effectivement, le sens de mes propos, c'est que pour changer de modèle économique, il faut effectivement, comme le disait tout à fait Claire, enfin c'était plutôt c'était Einstein qui avait pris la voie de Claire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut changer d'abord la façon de faire. On ne peut pas faire des choses nouvelles en faisant comme on faisait avant. C'est une illusion réellement. Voilà. La deuxième chose, c'est que la coopération, c'est pas une injonction. On ne peut pas se dire. Donc je sais que je l'entends souvent, notamment dans des institutions, des collectivités, etc. Il faut coopérer. Non, c'est que du boulot, et c'est en travaillant qu'on arrive à être plus, à développer finalement ces fameuses ressources immatérielles. Plus on travaille ensemble, plus on apprend à travailler ensemble, plus on développe ces ressources immatérielles qui ont l'immense avantage, contrairement aux ressources matérielles, de se développer dans l'activité, alors que les ressources matérielles, elles, s'amortissent, ne font que s'amenuiser. Donc vous voyez bien que ce sont des valeurs très très intéressantes. Alors, je vous le disais, nous rentrons effectivement dans une ère où on est obligé de faire avec l'inconnu, et donc il faut accepter d'entreprendre un voyage, d'accepter de se mettre sur une trajectoire. C'est pas chose simple pour la plupart des personnes d'être dans l'inconnu, et donc pour être dans l'inconnu, eh bien, il faut travailler encore plus sur des cadres. Il va falloir se fixer des cadres de travail, il va falloir se fixer des cadres de pensée, ça va être très très important, des cadres temporels également, non pas pour s'enfermer, mais pour aussi se donner des jalons. C'est comme ça qu'on va,
d'abord, ça va nous aider à avancer, et c'est comme ça qu'on va regarder notre progression. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais si on ne connaît pas le point B vers lequel on va, si ce point il n'est pas déterminé, dans ce cas-là, il faut accepter donc de prendre de nouvelles méthodologies de travail, donc de faire autrement. Donc, pour nous, en tant qu'économistes, donc nous avons un outil pour ça. Alors nous l'appelons, c'est très simple en fait. C'est très simple et très compliqué à la fois. C'est toujours pareil. Derrière les mots simples, il y a des fois des choses un peu compliquées. C'est ce que nous appelons le récit. Vous voyez bien que pour entreprendre cette trajectoire, pour regarder à quel moment on en est, pour rendre compte aussi à l'autre, et surtout aussi pour apprendre de l'expérience, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne savons plus, et nous ne pouvons pas faire, comme reprenait tout à l'heure Valérie, de faire des statistiques sur le coeconomicus. Et donc voilà, on a besoin effectivement du récit, et ce récit, ça va nous permettre effectivement d'apprendre, comme je vous le disais, donc de faire des arrêts sur image de temps en temps, mieux se comprendre, s'appuyer sur des nouvelles ressources qui vont être davantage capitalisées. Donc ça permet de capitaliser sur l'expérience et donc développer la ressource. C'est ce que nous appelons finalement donc un développement par la ressource et non pas par le résultat. Je ne sais pas si vous voyez le changement, c'est un vrai changement de paradigme au niveau des esprits, au niveau des conduites des projets, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des entreprises, etc. C'est-à-dire que ce n'est plus le résultat qui guide l'action, mais c'est la ressource, c'est la préoccupation finalement du développement de la ressource qui va guider donc cette trajectoire qui est donc avec un point non connu par avance. Voilà, je vais en terminer là. Je vais vous citer quand même une petite phrase que j'avais bien aimée. Donc, il existe un point précis dans la trajectoire de l'artiste, le moment où sa propre voix commence à se faire entendre, comme ce matin, vous disiez qu'effectivement, j'ai entendu, c'est Aline qui disait que voilà, il faut prendre la parole, et c'est la densité se propage en elle comme du sang dans l'eau. C'est pas de moi, hein, c'est de David Fuenquinos. Voilà. Bien, je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions, et je vais me mettre en dehors des projecteurs. Voilà. Merci Brigitte. Est-ce qu'il y a déjà une question? Formidable. Oui, tout à fait. Non, mais j'allais faire des liens parce que j'avais vu plein de liens avec tout ce qu'on a entendu hier. Mais non, mais très bien, allons-y. C'est pas grave. En fait, c'est pas tant une question, c'est quand même une réflexion. Vous parlez de production et puis de choses immatérielles. Donc, je trouve déjà il y a une opposition. Enfin voilà. Ensuite, il y a une réflexion sur ce mot que je n'arrête pas d'entendre, artiste. Voilà. Pour l'avoir été, pour ne plus l'être et pour avoir fait autre chose, ma réflexion, c'est en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons d'être artiste. Vous posez la question, l'œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas produite. Personnellement, je suis pour la non-production. Voilà. Alors voilà, je pense que ce qui me gêne, moi, actuellement, c'est d'entendre, et depuis des semaines et depuis beaucoup de temps, le mot artiste. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de dire, en fait, chacun est artiste comme il le désire. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'artiste d'évangéliser les ploucs, comme vous nommiez tout à l'heure. Je pense que c'est une question de posture. On peut ne pas réaliser de choses et être artiste. On me disait encore il y a 2 jours, c'est l'artiste qui fait la culture. Non, c'est un grand débat. Donc, en fait, ma réaction, c'est la suivante, c'est j'aimerais à un moment donné qu'on ouvre la réflexion en cessant de cliver, en cessant de poser la question de la production,
Alors oui, il y a des artistes dont le but c'est de produire parce qu'ils ont une chose forte à dire, une révolte, et qu'ils ont besoin de donner la forme. Il y a d'autres, ça va être d'aller à la rencontre des territoires. Et peut-être qu'ils produiront rien, il y aura juste une rencontre. Et cette rencontre, elle laissera des traces psychiques, mnésiques. Et c'est ça en fait, le travail aussi. Et en fait, je finirai en disant... Donc j'invite à la réflexion, et c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'échanger sur ça. Mais en fait, pour moi, en fait, tout le monde a ce potentiel. Simplement, les artistes, ils ont eu la chance d'avoir le déclic de se dire « je suis capable de ». Et qui me semble que leur rôle aujourd'hui, mais sans cliver pareil, c'est peut-être de dire bah, faisons passer ce message qu'on est capable tous finalement d'exprimer. Je peux répondre peut-être déjà. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous capables. D'abord, je pense que c'est une question de capacité à rejoindre l'autre. Je pense que c'est ça que, enfin, il me semble qui est important. Et je vois que, vous voyez, cette capacité d'aller chercher l'autre là où il en est, cette capacité à prendre son pas. C'est ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement, d'ailleurs, en ergonomie, hein, c'est dans les sciences du travail, cette question est très, très bien définie. C'est la question, finalement, de prendre le pas de l'autre pour l'emmener par la main, de lui prendre un peu la main, mais sans prendre la main, c'est-à-dire d'arriver à un moment pour l'émanciper réellement, vous voyez. Et la question aussi c'est des choses qui résonnent en moi, c'est la question d'être finalement... euh, d'être impliqué avec l'autre. Alors que c'est pas une production, c'est une coproduction. C'est pas la même chose. C'est pas la même, pour moi, c'est pas la même chose, mais je vois que vous avez un différent avec moi là mais peut-être qu'on dit la même chose, parce que moi, de ce que vous me dites là, je suis complètement d'accord. Alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais peut-être qu'on pourra en rediscuter. Ce serait très intéressant. Et donc voilà. Donc je pense, mais je suis pas sûre que tout le monde ait cette capacité. Ça se travaille. D'aller. Et justement, mais alors justement, moi je pense que, vous voyez, je pense que nous on atteint nos limites en tant que prof, vous voyez, avec nos référentiels, nos concepts opérationnels, etc. Nous on est effectivement, on fait de la pédagogie. Moi je pense aujourd'hui que justement, il faut aller chercher les gens en dehors de la pédagogie, dans un prolongement de la pédagogie, dans l'émotion. Moi, je pense que c'est ça. J'ai pas été très claire tout à l'heure, j'étais un peu confuse, mais je pense que nous, on ne sait pas susciter l'émotion. C'est ça la différence. Moi, je ne sais pas susciter l'émotion. Oh, Non, il a écouté, merci du parce que je l'ai vu, compliment, il mais écoutait, là. bon, moi je pense que je ne suis pas certaine que la pédagogie soit suffisante. Alors moi j'ai qu'une envie, d'ailleurs Stéphane il le sait, j'ai qu'une envie, c'est justement de voir nos complémentarités, parce que je pense que c'est trop long la pédagogie. C'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est que, vous voyez, tout ce que je vous raconte, le voyage, etc., on voit bien que c'est dans la durée, c'est long, c'est des temps longs, et on n'a plus le temps. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'il ne faut pas prendre le temps. J'ai pas dit ça, ok. Mais si on pouvait simplement aller un petit peu plus vite, et je pense que l'émotion, elle est instantanée. La pédagogie, elle est supra longue. Nous, quand on accompagne des chefs d'entreprise, c'est 15 mois. Et encore, au bout de 15 mois, généralement, c'est plutôt quand je dis 15 mois, on les lâche pas. Après, on se réunit, etc. Donc, c'est plutôt des accompagnements. On voit bien que pour une entreprise fasse évoluer son modèle économique, ça prend 5 ans. C'est une étude de l'ADEME là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est 5-7 ans, c'est du temps long. Vous voyez, c'est quand même du temps long au regard de ce qu'on se dit là en termes d'enjeux, de santé, vous voyez, voilà. Et je pense que l'émotion, elle est instantanée. Alors, l'émotion ne suffit pas. Derrière, il faut comme je vous le disais, l'émotion, elle bouscule, elle provoque les modes de conscience, mais derrière, il faut des modes de pensée. Donc, il y a un outillage derrière, par contre, qui est un petit peu plus long. Mais déjà, si on pouvait gagner sur ce temps-là, donc voilà. Donc, et je vous l'assure, tout le monde n'est pas en capacité d'aller rejoindre l'autre. Là, regardez. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que. Non, mais tu veux le micro?
Oui. Non, je le tiens. Ah, tu le tiens, ça va être... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on essaye de définir des choses et en même temps, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir la pensée. Et c'est pas le... Pour moi, en tout cas, l'artiste n'est pas dépositaire de la production d'émotions. Ça, on est un peu tous d'accord, je pense. Ensuite, je pense que... Je suis désolée, je m'embrouille un peu, je ne sais plus pourquoi j'ai réagi, mais disons que j'en ai marre, en fait. Moi, par exemple, je suis devenue art-thérapeute. Voilà. Parce que je me suis dit, OK, j'ai été artiste, machin, comment je fédère mes compétences? Et puis, qu'est-ce qui m'anime? Et en tant qu'artiste, qu'est-ce qui m'anime, en fait? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de gens qui me disaient, ouais, mais moi, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, nanana. Mais en fait, si tu y arrives, simplement dans ta vie, tu n'as pas eu l'occasion, à un moment donné, d'oser. Donc, en fait, il y a des artistes, je suis désolée, je vais le dire, qui sont très nuls, pédagogiquement, artistiquement, humainement, enfin vraiment, mais ils sont artistes. Voilà, alors, super. Donc voilà, moi je pose la question, essayons d'arrêter de définir c'est quoi la production et c'est quoi l'immatériel. Bah, en fait, c'est juste moi en tant que personne, dans ma posture, quelle est ma façon d'intervenir. Et c'est pas tout le monde en tant qu'artiste ne sait pas faire avec l'autre. Et c'est pas donné à l'artiste parce qu'il n'a pas non plus été formé à ça et parce que peut-être il n'en a pas envie. Donc quand tu vois aussi au niveau des dossiers de demande de sub, projet participatif, ouverture sur la région, etc., bah, y a des artistes qui ne savent pas faire. Ils savent juste faire un tableau parce que c'est leur truc, parce que c'est beau, parce que ça leur parle. Et ce tableau, voilà. Et puis il y a des artistes qui savent parler aux gens qui habitent dans le fond de la campagne. Donc en fait, j'ai juste envie de dire, arrêtons avec ce mot artiste. C'est pas un statut. Parlons d'humain. Voilà. C'est pas un statut. Oui, non, mais parce qu'en ce moment, moi, j'ai des potes qui me disent, ouais, tu comprends pas, moi, je souffre, je suis artiste. Je dis, bah, va parler au plombier, quoi. Le plombier, il est au même titre que toi. Ah non, c'est pas possible. Le plombier, c'est pas un artiste. Bon, bah, ok. Enfin, vous voyez, même si je synthétise, je schématise exprès, mais... Ouais, ça me va bien, ce que vous dites. Ça me va très bien. Je pense qu'il y a une réflexion, voilà, sur ça. C'est ça la difficulté aussi des différentes disciplines. C'est que des fois, alors, soit on emploie des mêmes vocabulaires et on ne se comprend pas. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on a le même mot, mais en fait, derrière, voilà. Et puis des fois, je pense qu'on se comprend et on n'a pas tout à fait les mêmes mots. Bonjour, je rejoins Sénadèche sur la position de l'artiste. Je voulais, donc on a assez parlé des artistes. Ce qui m'intéressait dans ce que vous avez développé tout à l'heure, c'est la production, la distribution des œuvres et comment ça peut aussi rencontrer un public à un moment donné, etc. Et ce problème de distribution, on a parlé des circuits courts également. Et en fait, on est de plus en plus, nous artistes, aussi voilà, opérateurs culturels. C'est-à-dire qu'avec nos compagnies, on est maintenant des sorte de mini-chefs d'entreprise qui doivent faire des dossiers, qui doivent rencontrer des tas de gens pour mettre en place un projet. Et plus juste une toile ou une œuvre éphémère dans l'espace public, on doit la faire exister. Donc on doit l'inventer, puis après on doit la faire vivre et si possible associer du monde et faire du travail en transversalité, s'adresser à tout le monde. Et si on peut mettre des toilettes sèches à un moment donné, c'est bien aussi. Voilà, donc tout ça, du coup, c'est que peut-être qu'il faut se dire que l'artiste, ça serait mieux qu'il redevienne peut-être un peu plus artiste, et que les opérateurs culturels, comme des lieux comme ici, comme l'Espace des Arts, comme des services culturels, comme des centres culturels qui existent, reprennent aussi leur rôle à part entière, et qu'en fait, ils viennent alors, en soutien ou je ne sais pas comment. Et là, dans les contraintes dont vous parliez tout à l'heure, c'est que peut-être que nous, il faut qu'on apprenne à comprendre davantage la contrainte de l'autre, donc des opérateurs culturels, qu'on arrive à comprendre aussi la contrainte de l'élu, qui est souvent aussi dans des contraintes que deux fois on ignore. Hein. Et du coup, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est comment on fait pour comprendre tous ces contraintes mutuelles, mais que au-delà de l'artistique, le culturel, ou alors l'action culturelle, parce que je ne sais plus comment ce que c'est maintenant l'action culturelle, parce que moi, je ne sais pas des fois si je suis plus acteur culturel ou... on a une compagnie qui est très implantée sur un territoire. Tout ce que disait Valérie, ça fait écho en moi. Je me dis, mais c'est exactement ça. Le petit est magnifique, le small is beautiful. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait aussi. Là. Les roulottes en chantier, le monsieur avec son bus, avec qui on a parlé tout à l'heure. Mais qu'en même temps, il nous manque une échelle, il nous manque un échelon qui est soit une intercommunalité, soit un opérateur culturel, soit un Nicolas Royer qui va nous dire, tiens, l'espace des arts sert à un moment donné pour après partir à 40 bornes ou 50 bornes. Je sais pas, c'est ça peut-être qu'on a besoin aussi de discuter entre nous,
de savoir qui fait quoi exactement et comment dans les opérateurs, il y en a des dizaines en fait d'opérateurs, on a des organismes, il y en a plein, mais comment on arrive à les repérer et qui peuvent venir en soutien en fait. Je ne sais pas répondre à comment les repérer, mais en revanche, je sais vous répondre comment organiser ça. C'est un petit peu l'idée que je mets derrière le mot écosystème. Vous voyez bien, dans le modèle dominant, on a un chaînage où finalement l'acteur amont, il n'est pas en lien avec l'acteur aval. Vous voyez, dans l'écosystème, là, c'est quelque chose qui se rejoue, où chacun est en lien avec l'autre et où il y a un partage de la valeur qui est créée. Vous voyez la différence? Donc c'est cette organisation-là qu'il faut arriver à réunir. Pour que cette organisation se fasse, il faut qu'ensemble, on sache quelle visée on veut atteindre. Est-ce que c'est uniquement, effectivement, vous voyez, est-ce qu'on sort, est-ce que chacun, finalement, je vais le dire autrement, est-ce qu'on est en capacité de construire une convergence d'intérêts? Ou est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui veut faire autre chose? C'est ça, c'est l'intention, si vous voulez, qui se cache derrière. Et je pense que votre intuition, elle est bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, si effectivement on produit de la culture, pourquoi est-ce que des acteurs publics ne sont pas dans cet écosystème? Ça n'a pas de sens. Pourquoi les citoyens n'y sont pas? Ça n'a pas de sens. Là, pour le coup, ce qu'il s'agit, c'est de définir, d'identifier qui sont les bénéficiaires de cette action culturelle. Qui sont les bénéficiaires? Moi, je pense que le territoire en bénéficie. Les citoyens en bénéficient. Et donc, il faut aller les chercher. Il faut les remettre effectivement dans quelque chose. Vous voyez, c'est pas du circuit court au sens deux acteurs se parlent, vous allez acheter votre kilo de carottes à la map du coin. C'est pas ça que je dis. Hein. C'est quelque chose qui se recompose, mais qui se recompose avec une légitimité d'intention, ok, et surtout avec un objectif aussi de repartage de cette valeur. Et pas un modèle industriel où il y a un acteur dominant qui cherche à capter la valeur au détriment des autres. Je ne sais pas si ça vous éclaire par rapport à ce que... Deux questions en haut. Oui. Je suis tout à fait d'accord par rapport à la réflexion par rapport au statut de l'artiste. Oui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas faire porter sur nos frêles épaules des missions pour lesquelles on n'est pas tous formés et on n'est pas tous des gens bien. Non, mais il faut quand même le dire, il faut le souligner. Et ensuite, mais ça n'empêche pas que des fois, bien sûr, c'est un peu compliqué par moment. On est tout jeune, on sort de l'école et on nous dit tiens, il y a des choses à faire, tu vas aller travailler en prison. Ah, c'est génial. Ouais, mais moi, j'ai jamais mis les pieds en prison. Je ne sais pas comment on fait, mais je suis artiste. Alors, tu vas aller faire du lien en prison. Ok, c'est dur, c'est vachement dur. Et un autre terme auquel peut-être il faut faire attention parce que des fois le verre est dans le fruit. En utilisant ce terme-là, c'est le terme d'émotion qui a été beaucoup utilisé. C'est quelle chaîne? C'est UGC. Plus de passion, plus d'émotion. C'est Disney. C'est l'émotion. L'émotion est une valeur marchande. En tant que quand je me penche sur un poème, quand je me penche sur une œuvre, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension, c'est l'intelligence. L'émotion, je la laisse au spectateur. Peut-être qu'il va recevoir une émotion. Et effectivement, ça peut être un moteur, à condition qu'il y ait une pensée derrière. Et la pensée, elle n'est pas toujours évidente et elle n'est pas toujours présente. Vous avez commencé avec une citation d'Einstein, il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est Einstein quand il parle de la méfiance qu'il a envers la musique militaire, et il avait des bonnes raisons d'être méfiant envers la musique militaire, il dit, c'est une musique qui est créée par des artistes, par des créateurs, elle s'adresse à la moelle épinière, et elle fait marcher. Il faut faire gaffe à ça. Il faut faire super attention à l'émotion. Enfin voilà, c'est pas une question. C'est une excellente remarque, parce qu'effectivement, on est très très proche de la manipulation, c'est ça que vous voulez dire, c'est ce que j'entends derrière. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a qu'un pas entre l'émancipation et la manipulation. Là, pour le coup, c'est pour ça qu'aussi c'est intéressant aussi d'être plusieurs, d'être dans un écosystème, parce qu'il faut des garants, de ce genre de choses. Vous voyez bien. Donc, quand je disais effectivement rejoindre l'autre pour l'emmener quelque part,
certes le prendre par la main, mais avec l'objectif de lui lâcher la main. Donc, je termine juste là-dessus. La première œuvre poétique dans l'ancêtre de notre langue dont on est la trace, excusez-moi, c'est 2 minutes du cuistre, c'est la chanson de Roland. C'est un texte en décasyllabes, c'est un texte de propagande, c'est un poème qui est absolument sublime, mais il est fait en décasyllabes. Et il est fait pour envoyer les militaires, enfin les soldats, en croisade. Ouais, vous avez raison. Voilà. Non, mais alors je permets d'ajouter, je n'ai peut-être pas été très clair, les modes de conscience, il faut les étayer par des modes de pensée derrière. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Enfin, ce qui nous manque. Nous, c'est notre boulot, mais c'est en émergence. Moi, je ne veux pas laisser... dans cette... Il est hyper content de pouvoir faire un petit spectacle. Mais en fait, je voulais dire un truc, d'ailleurs, qui nous a vraiment fait tiquer, parce que le gouvernement pousse vachement pour le pass sanitaire, et d'une manière très, très présente, il y a vraiment cette idée de... on va convaincre tout le monde d'avoir le pass sanitaire, parce que ce sera la clé pour retourner au spectacle. Et enfin, comme quoi, de la chanson de Roland au Covid, on en est toujours au même endroit. Je dis pas que se faire vacciner, c'est comme aller à la guerre, mais voilà. C'est bon ? Je partage. Une question d'Élodie là-haut. Attention. Une question ou une réflexion peut-être. Je pense à la notion d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous dites que le geste, enfin vous n'avez pas dit ce mot, geste artistique justement, mais que l'acte artistique, attention, existe qu'à partir du moment où il y a œuvre produite, j'ai fait exprès de dire plein de mots qui font mal. Oui, peut-être, mais sauf que l'artiste n'a plus... j'ai oublié mes mots, vous m'avez troublé. En fait, c'est pas lui qui décide si son œuvre, ce n'est plus lui qui décide si son œuvre rencontrera le public ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de, comment on dit, d'étapes entre la création et la diffusion. Et c'est extrêmement frustrant aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, le milieu fait qu'il y a des décideurs, des gens, des programmateurs qui décideront si ce que l'artiste a créé sera vraiment vu et pourra provoquer l'expérience. Donc, alors que sur l'action culturelle, alors que ce n'est pas normalement nos premiers métiers, l'artiste est libre de faire son projet du début à la fin, et il aura j'arrive pas du tout à parler, le geste fini lui sera, c'est lui qui le décidera, quoi. Il aura la liberté du geste terminé et de la diffusion envers d'autres gens. Et à partir du moment où c'est des projets, à partir du moment où on parle d'œuvres, maintenant il y a une espèce de, oui, c'est ça, de sur-évaluation de savoir si l'œuvre sera transmise ou pas, alors que c'est quand même les premiers métiers. Et juste après, pardon, c'était pas du tout clair ce que je voulais dire, j'avais bien préparé pourtant. Il y a un article qui s'appelle « Spécificité du produit culturel », c'est un article qui date de 2003, d'Isabelle Assassier, ça fait 19 pages, non mais ça va pas du tout, c'est complètement... qui compare le produit culturel, donc l'œuvre qu'elle fait exprès d'appeler produit culturel, elle explique pourquoi, et la grande distribution, et la logique de marché d'un endroit à l'autre. C'est extrêmement intéressant. Évidemment, c'est à charge contre... Les gentils gagnent à la fin, mais c'est extrêmement intéressant de voir la façon dont le mécanisme s'emballe. Mais, oui, dans ce que vous dites, je ne suis pas sûre que... c'est pas très clair. Si, je pense. Non, pour moi, j'ai une question. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, vous voyez bien, mais je pose la question. Est-ce que l'œuvre peut être produite sans son public en face ? Voilà, pour moi, l'œuvre se rejoue à chaque fois, y compris sur la toile de l'artiste. L'œuvre, quelque part, elle se rejoue face à la personne qui regarde ou à la personne qui écoute quand c'est de la musique. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, et dans mon propos, c'est effectivement, pour moi, c'est l'œuvre coproduite. Non, mais bien sûr, non, mais en fait, j'étais d'accord avec vous.
ça n'a pas eu l'air, mais c'est l'idée de la valeur, de donner de la valeur à l'objet artistique. C'est comment on se positionne. On n'est plus seul décideur. C'est-à-dire que presque, c'est plus nous qui donnons la valeur, mais je ne parle pas justement de valeur d'argent, hein, de valeur, la valeur aux œuvres qui sont créées et présentées. Mais qui l'impose, cette valeur? Ça sera un mix peut-être entre les collectivités, l'endroit de reconnaissance de l'artiste, mettre un prix, je parle en spectacle vivant, mettre un prix sur un spectacle. Le même spectacle fait par des gens différents à des endroits différents n'aura jamais le même prix. Oui, c'est ça. Donc là, je suis d'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'est plus seul. Oui. On n'est pas seul décideur à mettre un prix sur nos... Non, c'est ce que je vous disais. La valeur, effectivement, vous passez, effectivement, vous pouvez mettre le même spectacle, effectivement, d'un soir à l'autre, et la valeur ne sera pas la même. D'ailleurs, la valeur qui est produite, d'ailleurs, n'est pas la même. Et la valeur qui est reçue n'est pas la même. Oui, mais en spectacle vivant, la valeur, elle est donnée avant le spectacle est vendu, et donc a une valeur avant la représentation, avant qu'elle soit jouée. Et ça sera la même dans n'importe quel, le prix plus ou moins fixe. Alors après, on sait que non en vrai, mais dans un même lieu, par exemple, il y a 3 représentations, peut-être qu'elles n'auront pas la même valeur artistique par ce qui se passe au plateau et la réponse avec le public, mais elle aura le même prix monétaire. Oui, parce que c'est une dictature du prix. C'est ça, on est d'accord. C'est une dictature du marché, de dire il y a un marché du théâtre, il y a un marché, et donc voilà, une pièce ça vaut tant à tel endroit, dans telle salle, ça vaut ça. Et après, je rends le micro parce que ça a été horrible cette prise de parole. Mais dans Nectar, c'est aussi pour faire un petit salut à Philippe Théier qui était là hier. Il y a un très bel article sur les politiques des besoins par rapport aux politiques de capacité. Et c'est voilà. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. Bon, ce soir, j'ai mal joué, c'était trop pourri ce que j'ai fait sur scène. C'est gratuit. Alors, attendez, peut-être une toute dernière question. Ouais. 2 questions. Alors, est-ce qu'on peut les poser de façon concise? S'il vous plaît. Désinfecter les micros. Elle avait levé le doigt bien avant. Yeah. Alors, allez-y. Alors, ici en bas, là. Oui, allô, bonjour. Voilà, je vais faire concis. C'est juste une question par rapport aux valeurs. Avant, vous parlez qu'on achète, par exemple, un steak dans un supermarché. Je vois au Danemark, moi je suis danoise, je vois qu'il y a beaucoup maintenant dans le supermarché, tu as une application et tu vois combien d'emplois que ça a fait au Danemark, ou c'est à quel territoire que tu investis l'argent quand tu achètes ton steak. Et est-ce que vous voyez dans les entreprises aujourd'hui une tendance comme ça en France aussi d'avoir un regard qui va se multiplier et toucher, voilà, ça veut dire que quand tu achètes des choses, tu achètes avec un autre regard de valeur qui dépasse le bouffe, par exemple. Oui, ça vient. Enfin, nous, on accompagne aussi l'émergence de monnaie locale complémentaire aussi. Hein, donc, beaucoup de territoires. Je ne sais plus combien il y en a maintenant en France. Il y a, je sais pas, c'est plusieurs dizaines. Ouais, je ne sais plus. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Enfin bref, on accompagne aussi l'émergence de monnaie locale. Alors, pour ce qui est effectivement de l'entrepreneur, ce qu'on appelle aussi, ça fait partie d'une des briques de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est effectivement d'essayer d'acheter local, d'essayer d'acheter donc dans un milieu effectivement plutôt coopératif. Mais bon, on n'en est pas peut-être pas aussi avancé que ce que vous nous décrivez. Hein. Jardin. Merci. Non, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une sorte de contribution qui m'est venue, parce que vous n'aviez pas parlé pendant la conférence, puis après ça a commencé de s'amorcer. C'était de se dire, bon, en gros, si j'ai bien compris, on arrive vers un nouveau monde. Hein. Je m'appuie aussi sur ce qui a été dit avant. Du coup, ça tout change, donc il y a de nouveaux paradigmes, et puis il faut l'inventer. Ce qui vient après, on ne sait pas.
Et vous proposez qu'on s'appuie sur nos ressources, absolument. Ouais. Et je suis tout à fait pour. Et je pense que nous, alors artistes et créateurs, je pense qu'on est tous artistes et créateurs, ce qu'on sait bien faire, c'est partir effectivement de nos ressources et surtout, c'est de poser des intentions. Et souvent, d'ailleurs, quand on doit défendre nos dossiers auprès d'institutions, etc., c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même langage. Nous, on se projette sur quelque chose qui n'existe pas encore et donc on ne connaît pas encore et dont on ne prétend même pas. Enfin, moi, je vois quand je mets en scène, je fais une note d'intention, je l'écris après avoir fait la mise en scène, en gros. Mais je place des intentions, mais je ne sais pas où exactement comment ça va être à l'arrivée, puisque ça va bouger tout le temps, quoi. Ça va bouger en chemin. Mais quand même, il y a, voilà, c'était ça que je voulais juste ajouter, c'était partir de nos ressources, mais en plaçant des intentions. Et je me dis comment placer des intentions, c'est quand même en se projetant avec notre imagination, notre imaginaire. Et c'est ce que je fais aussi quand je travaille comme thérapeute, en fait. J'interroge des gens et j'essaye de les faire se projeter. Ils savent pas ce qu'ils veulent, d'imaginer la situation arriver, quoi. En fait, là, c'est d'interroger comment on voudrait que ce soit après. Mais on ne sait pas quelle gueule ça va avoir. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment, moi, je voudrais me sentir dans le monde d'après? Comment ça se passe au niveau de mes sensations physiques? Où est-ce que j'habite? Tiens, je suis à la campagne, pour le coup, ou à la ville, ou au bord de la mer, ou j'en sais rien. Quel type d'interaction j'ai avec les gens? Mon travail, c'est comment? Se poser des questions. Tiens, si je rêve une suite de vie, quoi, une autre vie, enfin l'après, qu'est-ce qu'il y a encore de mon ancienne vie? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que je n'avais pas imaginé avant, que je ne m'y attendais pas? Enfin voilà, de se projeter, mais peut-être que c'est une manière de placer une intention qui sera juste pour nous. C'est de se dire, qu'est-ce qui est important dans ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je voudrais retrouver comme valeur, comme truc important pour moi dans le monde d'après? Peut-être que c'est des questions qu'on pourrait, nous, puisqu'on essaye de chercher du collectif, se poser. C'est des questions à se poser de façon individuelle et trouver comment on peut se rejoindre sur des intentions communes, en fait. Et de là, définir des cadres. Comment on fait avec les ressources qu'on a et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour se projeter dans ce truc. On ne sait pas exactement quelle gueule ça a, mais on sait ce qu'on veut y trouver et ce qu'on veut ne plus y trouver, y mettre, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et quelles difficultés vous rencontrez quand vous faites ça, dans cette démarche? Moi, j'en ai pas. Quand je crée un spectacle, à l'échelle de créer un spectacle, j'en ai pas. À l'échelle de faire de la thérapie, j'en ai pas. Je trouve que c'est juste un super bon outil. Et que là, puisqu'on se dit, il faut réinventer comment ça fonctionne. Hier, on parlait la fonction publique, etc. Comment ça s'organise, en fait. L'organisation de tout ça commence à riper et c'est plus en accord avec nous, quoi, et avec les êtres humains. Je me dis, on peut peut-être s'appuyer sur ces techniques-là que finalement on maîtrise sans savoir. Hein. Nous, les créateurs de spectacles, on est à l'aise avec ça, à pas savoir vers où on va, mais on y va quand même parce qu'on a quand même une idée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis sûre que vous maîtrisez ce processus, mais en revanche, comment c'est entendu par l'autre, face à la collectivité, face à l'institution qui vous finance? Et comment vous décrochez le contrat? Voilà, c'est ça la difficulté. C'est ça que je pose comme question. Là, on a une vraie difficulté, de langage. Ouais. Donc, il va bien falloir, puisqu'effectivement vous partez sur une intention. C'est exactement ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Et nous, on est dans le même métier, donc ça fait complètement résonance. C'est-à-dire qu'effectivement, on emmène l'autre vers un ailleurs, mais sans pouvoir définir cet ailleurs. Donc, celui qui est effectivement dans une pensée extrêmement ingénieure, celui qui est en face de vous, il y a de grandes chances pour qu'il soit dans une pensée très, vous voyez, où il a besoin, lui, d'être sécurisé par rapport à son patron, parce qu'en l'occurrence, une collectivité, il n'est pas décisionnaire. La personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas décisionnaire. Donc, comment est-ce que vous l'embarquez, quoi? Vous voyez bien. Donc, là-dessus, c'est là où le mode de pensée il arrive, parce qu'il va falloir effectivement lui expliquer que c'est une trajectoire, que dans cette trajectoire, on l'emmène vers quelque chose que vous ne savez pas définir par essence. Ça ne peut pas se définir par essence, ok? Et donc il va falloir lui poser un cadre pour le rassurer, et surtout ce que nous on appelle un dispositif d'évaluation de ce que vous vous mettez d'accord ensemble pour atteindre.
Ce que vous disiez là, c'est-à-dire moi je sais très bien, par exemple, je veux, je ne sais plus ce que vous m'avez dit là, j'ai oublié là, mais voilà, je veux arriver à tel, je vais avoir une progression, etc. Vous m'avez dit un truc et j'ai oublié. Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir se mettre d'accord avec votre interlocuteur sur comment est-ce qu'on va évaluer cette marche, cette progression, pour qu'il lui soit sur une trajectoire, que vous ne lui ayez pas vendu uniquement du vent. C'est ça sa crainte, lui. Vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours, il faut aller chercher, rejoindre l'autre, sachant qu'il ne parle pas la même langue que vous. C'est quand même une difficulté. En revanche, effectivement, vous savez le faire intuitivement, vous le savez, enfin plus qu'intuitivement, professionnellement, vous savez qu'effectivement c'est une trajectoire qui vous emmène vers un ailleurs. Mais il va falloir que vous fassiez des jalons, et ces jalons, ça passe notamment par l'évaluation du déplacement que vous allez faire. Ça peut être le déplacement, c'est ça que je me rappelle maintenant. C'est par exemple les personnes, par exemple sur le territoire, que vous allez, pas simplement le nombre de spectateurs, vous voyez, mais comment ça va avoir une résonance sur le territoire et comment ça va avoir un prolongement derrière. Vous voyez bien que la question de l'évaluation, c'est la question de donner de la valeur. C'est très très important. Et vous voyez, il n'y a pas que des effets immédiats. Avoir un nombre de spectateurs un soir, c'est un effet immédiat et en plus ça se quantifie. Mais c'est pas simplement ça la valeur. C'est comment est-ce que ça va reconstruire par exemple un lien social par exemple sur le territoire et qui va mettre, ça va pas être simplement un spectacle, ça va être plusieurs spectacles. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour prouver à votre je vais dire un gros mot, votre commanditaire, ok. Comment est-ce que lui, il va évaluer ce déplacement? Vous voyez toute cette question, c'est la question de la valeur, ça. Et à la fois dans du court terme, mais dans du moyen, voire du long terme. Vous voyez bien que la valeur, elle se prolonge. Tout à fait. Vous voyez. Et donc là, pour le coup, là, il faut étayer très sérieusement. Et ça va se faire. Alors ça va se faire par un dispositif d'évaluation en commun avec l'autre. Encore une fois, la valeur pour l'un ne fait pas la même valeur pour l'autre. Vous allez voir une commune, un maire en face de 1000 habitants, et vous allez voir la direction de la culture de Besançon. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et ce qu'ils cherchent à faire, ça va pas être la même chose non plus. Donc comment est-ce qu'on va construire ce genre de choses? Et comment est-ce qu'on va mettre aussi, donc deuxième outil, comment est-ce qu'on va mettre un cadre de travail avec eux pour s'assurer que d'abord, ils rentrent dans cette production de ce service que vous allez apporter ensemble. Okay. Donc quel cadre de travail vous allez mettre pour justement vous faire des jalons? Vous voyez, là c'est pour le coup, là je suis très très pratique dans ce que je dis. C'est d'une part la question de la valeur, la question du travail en coopération. Et ça doit être solide. Parce que justement, il y a un inconnu, donc on ne peut pas simplement vendre du vent. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre, il ne le reçoit pas. Vous savez que c'est une démarche professionnelle, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, il ne l'entend pas pareil. Merci Brigitte. Est-ce qu'on peut continuer cette discussion peut-être autour du repas que vous prendrez dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. En tout cas, merci Brigitte. Tu as fait une transition formidable tout à l'heure en terminant ton propos par la question des récits. Et donc, on se retrouve ici à 14h30 avec Christian Ruby qui nous pose la question « Changer de récit ». Voilà. Donc à tout à l'heure.